Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, comme le dit Cécile, on a commencé. Bon, je vous ai un peu raconté samedi dernier l'histoire de notre climat, disons sur les longues échelles de temps. Et maintenant, je vais me rapprocher de notre époque. Bon, en fait, j'étais parti. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, qu'est-ce qui se passe là? Pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, j'avais beaucoup insisté sur les grands changements glaciaires interglaciaires. Ça, c'est notre planète il y a 20 000 ans, avec cette énorme calotte de glace sur l'Amérique du Nord, sur une partie de la Sibérie, sur la Phénoscandie, dont il ne reste actuellement que le Groenland. Et puis, voilà, c'était notre Terre il y a 21 000 ans, très froide, et puis le réchauffement il y a une dizaine de milliers d'années. Et si on regarde comment ça s'est passé, disons, depuis ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, ici, un peu après, vers 20 000 ans, il faut bien voir que ça ne s'est pas passé simplement, le retour aux conditions dans lesquelles nous vivons. Il y a eu des changements de climat extrêmement rapides. En fait, ça, ce sont des climats, donc c'est la température au Groenland depuis à peu près 17 000 ans. Et on voit deux changements climatiques extrêmement rapides, dont je vous ai parlé, mais ça sont les deux derniers. Ici, il y a 14 500 ans, et ici, il y a 11 500 ans, ce qu'on appelle le Junggard-Dryas. En fait, ici, vous voyez le changement en température. Donc, je vous ai parlé des isotopes de l'eau qui nous donnent cette indication, mais il y a aussi des changements d'accumulation extrêmement forts. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça se passe en quelques années, il y a un changement d'accumulation d'un facteur 3 de glace au Groenland. En fait, ce qui est important, maintenant, on est ensuite retourné vers les conditions actuelles. Ici, vous avez les 12 000 dernières années, et puis un climat relativement calme, relativement, disons, constant, mais pas si constant que ça si on le regarde de plus près. En fait, par exemple, il y a 8200 ans, eh bien, il y a eu de nouveau un événement, disons un refroidissement cette fois, qui a duré 200 ans, qui a été aussi extrêmement court en fait. La période froide a duré à peu près 40 à 50 ans, quelques décennies. De nouveau, là on la voit dans la température au Groenland, dans les changements d'accumulation. Il y a beaucoup moins de neige tout d'un coup, de 30% de moins de neige. Et puis, mais c'est pour montrer aussi que ces changements rapides ont également affecté, je vous l'avais déjà dit pour les changements rapides du glaciaire, mais même ce changement rapide de période chaude a aussi affecté nos régions. Par exemple, ici on voit très bien ce changement rapide, dans ce cas-là, dans un lac d'Ammersee, c'est en fait en Bavière. Et on le voit dans d'autres lacs, dans des enregistrements, on voit effectivement cet événement 8200 ans dans beaucoup d'archives climatiques, aussi bien au Sahara, aussi bien et en Europe de l'Ouest, par des changements de précipitations en particulier. En fait, on attribue ce changement rapide donc en fait, c'est ce qu'on appelle un lac proglaciaire. Il faut imaginer qu'il y avait cette calotte qui a fondu pendant toute cette période, entre disons moins 17 et moins 10 000 ans à peu près. Mais il restait des endroits où il y avait des grands barrages de glace qui bloquaient derrière eux des lacs énormes, ce qu'on appelle des lacs proglaciaires. En fait, ce lac a un nom, je crois que c'est lac Agassiz, sur la calotte. Et puis tout d'un coup, eh bien, ce barrage de glace se casse et une immense quantité d'eau douce va se déverser dans l'océan, change la circulation océanique, et puis donc change les conditions aussi bien au Groenland et dans toutes les régions adjacentes de l'Atlantique Nord. Donc, ces changements rapides ont également affecté l'Europe de l'Ouest. Maintenant, alors, je reviens ici un peu de nouveau sur un peu ce que je vous avais fait. Donc, après, je vais abandonner quand même. Donc, je vous avais surtout parlé des grands indicateurs qui nous servent pour remonter au climat du passé, sur ces grands cycles glaciaires interglaciaires, les sédiments marins, les glaces polaires, les témoignages géologiques sur le continent également, les pollens, les sédiments lacustres et les stalagmites. Maintenant, pour les climats récents, le climat du dernier millénaire, il y a une condition qui est pratiquement, que vous allez comprendre, une condition qui est pratiquement requise pour faire quelque chose, pour obtenir des renseignements à l'échelle du dernier millénaire, c'est d'avoir des datations très précises.
Hein. Donc, bon, je vous ai dit, par exemple, les sédiments marins, on peut pas dater probablement à mieux de 1000 ans près. Hein, si on se place, par exemple, à 40, 50 000 ans, même moins bien que ça. Hein, de même pour les glaces polaires sur le long terme. Donc, il faut effectivement, on a encore le moyen d'utiliser, on ne peut pas utiliser les sédiments marins beaucoup, ou très très peu, sauf quand il y a des sédiments varvés. Hein, mais en général, les sédiments marins sont peu utilisés pour le climat récent, parce qu'il n'y a pas, par contre les glaces polaires peuvent toujours être utilisées, parce que là il y a des variations saisonnières que je vous remontrerai, qui permettent de dater an par an. Hein, dans ces cas-là, il faut aller sur des forages à forte accumulation. Les sédiments lacustres aussi, il y en a qui sont laminés, il y a des lamines, c'est-à-dire qu'on voit année par année ce qui se passe. Les stalagmites également, il y a des lamines. Hein, donc tous ces sédiments, en gros, qui ne se mélangent pas trop après que disons qu'ils se soient formés, hein, et qui ont des moyens d'être datés de façon an par an, sont utilisables pour le climat du dernier millénaire, mais surtout s'y ajoutent d'autres indicateurs assez spécifiques. Hein. Bon, les cernes d'arbres, hein, disons toute la dendroclimatologie, hein, qui est vraiment une des discipline reine pour reconstituer le climat du dernier millénaire. Les océanographes ne sont pas non plus dépourvus. Hein, dans ces cas-là, ils ont aussi les coraux. Hein, ils passent des sédiments marins plus vers les coraux qui ont aussi des bandes annuelles, hein, et des propriétés telles que, eh bien, on puisse reconstituer le climat, je vous en parlerai, et puis évidemment toutes les archives historiques, où par exemple en France, quelqu'un comme Emmanuel Leroy-Ladurie s'est rendu très célèbre il y a une vingtaine d'années, et puis le flambeau n'a pas été tellement repris en France, ce qui est un peu embêtant, mais en fait, par exemple, je crois qu'en Europe, par exemple, disons que le leader de ces données, c'est plus un Suisse qui s'appelle Christian Sister actuellement. Hein, donc ce sont toutes ces méthodes. Je vais rappeler à nouveau, je vous avais dit la semaine dernière le rôle clé des isotopes, et effectivement ça reste aussi vrai à cette échelle de temps, vous le verrez. Hein, donc des géochimistes, hein, sur les méthodes elles-mêmes. Donc là ça répète simplement un peu, hein, donc ça c'est Mike Mann qui avait fait ce transparent, donc là ça fait une synthèse plus de tout ce qu'on peut faire, effectivement ça répète un peu. Pour les anneaux d'arbres, on regarde en fait la densité, l'épaisseur des cernes, également les isotopes. Pour les documents historiques, hein, vous voyez, bon, les observations du temps, et puis il y a toute la phénologie, c'est-à-dire la phénologie c'est la vie de la végétation, en fait les floraisons, les dates des vendanges et tout ça, les carottes de glace, hein, je vous reparlerai. Très important également, pour le dernier millénaire, on verra aussi qu'il ne s'agit pas simplement de reconstituer le climat, mais de reconstituer ce qui peut faire varier le climat. Hein, c'est aussi extrêmement important. Hein, et là, on revient donc aux coraux et puis aux sédiments varvés que je vous avais listés. Hein, c'est une autre façon de voir, mais vous retrouvez à peu près partout les isotopes. Histoire et climat, ça c'est en fait un transparent, par exemple, qui met en évidence là certaines méthodes comme la date des vendanges, hein, qui permet de reconstituer le climat. Ça, c'est un travail d'Annie Souriau et de Pascal You, hein, l'évolution des dates des vendanges. Des archives historiques ici. Bon, de même, je crois qu'on est tous très sensibles. Je vais regarder. On est tous très sensibles disons, aux témoignages, je dirais. Oh là là, pardon. Aux témoignages liés aux témoignages visuels. Hein. Par exemple, eh bien, je crois que, alors, je ne sais même pas qui est-ce là. Enfin, de toute façon, ces peintres flamands du 16e, 17e témoignent beaucoup du refroidissement du petit âge glaciaire avec des rivières gelées. De nouveau, des documents historiques ici. Voilà. Et donc, je vous rappelle ici, nous, moi, je suis effectivement plus un géochimiste, hein, vous l'aviez compris. Donc, nous, notre paramètre clé reste beaucoup. Hein, donc, ce lien entre les isotopes de l'eau. En fait, l'eau, il y a de l'oxygène 18, du deutérium à côté de l'hydrogène et puis de l'oxygène 16, hein, je ne me reprendrai pas, mais il n'en reste que ce que nous appelons le thermomètre isotopique, c'est-à-dire que le fait que plus il fait froid, moins il y a d'oxygène 18 dans les neiges, dans les précipitations d'ailleurs, moins il y a de deutérium. Et bien, c'est ce qui nous sert réellement, c'est un des outils qui reste privilégié pour reconstituer les climats, y compris à cette échelle de temps. Et par exemple, en fait, je vous montre là, ça c'est
Donc vous voyez ici, j'essaye d'illustrer ici ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les forages glaciaires sont utilisables à l'échelle millénaire, à l'échelle des décennies. Hein. On voit bien, par exemple, ici, ça on part ici de 1990 jusqu'en, ce sont les 40 dernières années, disons en fait 1990-1950, hein, ce forage c'était au centre du Groenland. Eh bien, vous voyez des variations saisonnières ici. Hein. On peut vraiment compter an par an les années sans se tromper. D'accord ? Mais vous voyez aussi une chose, et ici, donc ça c'est les premières 50 années que j'ai reportées ici, 50 années que j'ai reportées ici. Ici, j'ai reporté les 200 années suivantes. Vous voyez une chose, c'est que, je vous l'ai également mentionné, mais c'est que ce signal finalement s'atténue, hein, tout simplement parce qu'il y a diffusion des isotopes de l'eau dans le névé et ensuite dans la glace. Et donc, ce n'est quand même pas, enfin, la datation an par an à travers des isotopes n'est pas utilisable très très longtemps. Hein. Donc, la plus longue datation qui a été faite au centre du Groenland, c'est quand même 8000 ans. Mais il y a d'autres indices, hein, comme les variations chimiques qui peuvent, de la composition chimique de la glace, qui varie aussi de saison en saison, qui permet de dater les glaces, et donc on peut obtenir des séries glaciaires sur 1000 ans, et à partir de là des indices du changement climatique, hein, vraiment datés an par an. Par exemple ici, donc je ne vais pas trop aller dans le détail, hein, donc en fait disons sans rentrer dans le détail, c'est que donc là c'est une série glaciaire. Donc ici en fait la période actuelle est ici. Ici vous voyez le 16e, 17e siècle, et puis là ça qui couvre à peu près 1000 ans, qui est daté an par an, qui est au centre du Groenland. En fait ça j'aurais pu le marquer, c'est un travail que l'on fait avec Georg Hoffmann du LSCE à Saclay. En fait là, je vous ai raconté que les isotopes de l'eau permettaient de reconstituer la température du site, hein, était un bon indicateur. Mais on a en fait deux isotopes dans l'eau, le deutérium et l'oxygène 18. Et bien si on les combine, on a aussi accès à la température de l'océan. Hein, je ne vais pas trop m'étendre, c'est ce qu'on appelle l'excédent deutérium. Et en fait, ça c'est la courbe bleue qui essaye de montrer qu'on peut reconstituer, hein, simplement en regardant les teneurs, en analysant les glaces du centre du Groenland. Ah, c'est ça l'idée, mais cette fois en deux isotopes, on peut à la fois reconstituer la température du site, hein, mais également la température de l'océan d'où proviennent les précipitations. Dans ce cas-là, essentiellement de l'Atlantique Nord. Eh bien, ce que nous raconte cette courbe ici, eh bien, c'est que voilà des changements de température en fait qui sont ça couvre à peu près un peu plus d'1 degré cette échelle. Eh bien, on voit qu'au petit âge glaciaire, eh bien, l'Atlantique Nord était effectivement une région plus froide, hein, que sur le reste, hein, sur cette période 17e, 18e siècle. Hein. Sur une large partie du petit âge glaciaire, l'océan était froid. Et ça, c'est un indice, hein, sur lequel nous allons revenir, cette période du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'était donc au cours du... ça dépend comment... Vous verrez en fait, des limites du petit âge glaciaire en fait dépendent de la région où vous êtes. Il y a eu des refroidissements un peu partout à cette époque, hein, comme les rivières étaient gelées, comme vous avez vu, toutes les rivières du nord de l'Europe étaient gelées l'hiver et largement gelées, ce qui est moins le cas. C'en est un témoignage très clair, mais il y en a beaucoup d'autres, cette fois des historiens. En voilà un à partir de la géochimie, hein, qui montre ce petit âge glaciaire-là, disons, généralement c'est du 16e au 19e. Hein. Et puis là, eh bien, par contre, un peu après le dernier millénaire, il y avait une période plus chaude qu'on appelle l'optimale, la période médiévale chaude, hein, donc, qui était plutôt plus chaude qu'actuellement. Enfin, pas que les dernières années, nous le verrons ensuite, hein, mais au moins en Europe, et qui est aussi vue dans cette courbe océanique. Et c'était quand même l'époque où, effectivement, là aussi, il y a des témoignages historiques. Hein, donc, il y avait des vignes à Terre-Neuve, il y avait dans le sud du Groenland, c'est là qu'Éric le Rouge, au moins au début du dernier millénaire, a pu aller au Groenland, et finalement une première colonisation du Groenland par les gens du nord de l'Europe. Maintenant, donc là, ce que je vais essayer de vous faire ce matin, c'est surtout de vous raconter comment nous reconstituons le climat. Après, vous verrez,
L'utilisation qu'on en fait, ça sera aussi dans une quinzaine de jours vis-à-vis du climat du futur. Mais là, c'est en fait plus pour vous raconter. Je pense que c'est intéressant que vous sachiez comment on opère, en fait. Hein. Donc il y a aussi d'autres, si on reste sur ce domaine des carottes de glace, eh bien, en fait, on peut aussi avoir le témoignage si un été est chaud, je crois que vous comprendrez facilement, en fait, il y a une légère fusion en surface qui fait que on peut avoir des couches de regel, hein, en particulier dans les régions relativement qui l'été sont pas loin de 0 degré. Ça peut être dans les calottes par exemple du Nord Canada, dont certaines restent, hein, dont des petites calottes. Il y a encore des petites calottes de 200 à 300 mètres d'épaisseur dans le Nord canadien. Et bien là il y a des forages et on voit très bien des couches de regel. Et on comprend bien que le rythme, s'il y a plus de couches de regel, ça nous dit que les étés étaient plus chauds à cette époque-là. Ça aussi, c'est une autre série d'indices qui nous permet de reconstituer le climat sur les périodes-là qui nous intéressent. Là, on les voit, les couches de regel. Bon, leur fréquence, leur épaisseur nous racontent quelque chose sur le climat. Mais c'est vrai que je crois que l'outil finalement le plus utilisé presque, hein, l'outil qui est quand même extrêmement intéressant pour ce climat récent, sont les anneaux d'arbres. Hein. En fait, eh bien, d'abord, vous voyez les couches annuelles, on sait les dater, hein, il suffit de savoir compter. Hein. Donc ça c'est un arbre vivant, je pense, enfin qu'on vient de couper. Et en fait il y a quand même, vous voyez, une couverture relativement aisée. En particulier ils sont très bien conservés dans les hautes latitudes et les hautes altitudes. Hein. Donc en fait ça dépend, la température d'été est très importante. Il faut voir par contre que la vie d'un arbre, même une fois qu'on a l'épaisseur des cernes, par exemple, on peut là, à partir de là, regarder l'épaisseur des cernes chaque année, on n'a pas directement de signal climatique. Hein. En fait, on comprend bien, je crois que la croissance d'un arbre, ça dépend des conditions très locales, évidemment de température, mais également de précipitations les mois précédents, hein, disons la croissance c'est quand même le printemps, l'été, donc les précipitations comptent également, et par exemple la teneur en gaz carbonique, en fait sur la croissance récente, il y a aussi une influence de la teneur en gaz carbonique sur les cernes d'arbres. Donc il y a peu d'individus très anciens encore vivants. Donc c'est ça qu'il faut voir. Alors comment on va opérer avec tout ça? On a des signaux effectivement. C'est toute une discipline en fait. En France, ça se fait à Marseille, par exemple à Nancy, il y a des groupes. Et donc c'est pas très simple de décrypter. On voit bien qu'on a un signal climatique, mais derrière il y a quand même pas mal d'analyses mathématiques généralement. Et là vous voyez en fait là ça se fait aussi aux États-Unis. Ça c'est Malcolm Hughes en fait, c'est un des pionniers dans nos domaines. Hein. Et donc là on voit aussi un arbre là chaque année, hein, donc les bandes annuelles. Une des difficultés, c'est qu'en fait, c'est toute la difficulté de la dendroclimatologie. Qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, vous allez avoir par exemple, là, c'est des mesures de densité ou des mesures soit d'épaisseur des couches, de densité. Bon, ça, c'est un arbre, ça, c'est un autre arbre, ça, c'est un autre arbre, évidemment. Donc, on va combiner. Donc voilà le temps ici, hein, c'est pour vous montrer qu'en fait si on veut une série sur le dernier millénaire, généralement il nous faut combiner des arbres vivants avec des arbres qu'on récupère, des arbres morts qui peuvent être conservés dans les lits des fleuves, ou je vous l'ai dit, dans les régions du Grand Nord elles se conservent. Et on voit déjà une des difficultés, c'est qu'il faut raccorder ces différents morceaux finalement, hein, pour obtenir des séries climatiques, et ça pose quelques problèmes. Bon, la datation elle-même, les dendroclimatologues sont vraiment très très, je veux dire, la datation en par an ne fait c'est pas facile, mais ça ne fait, disons, on l'obtient réellement en par an, par exemple sur des lignes millénaires. Mais ensuite les signaux climatiques eux-mêmes, on voit bien qu'il faut les raccrocher un par un, et c'est une des difficultés de la dendroclimatologie en fait. Disons, c'est assez difficile de voir les détails après, mais par contre ce sont des outils idéaux pour voir les variations à l'échelle décennale, disons à l'échelle de la décennie au siècle. Alors il y a aussi une autre méthode, donc toujours dans les arbres qu'on a développé par exemple chez nous, l'équipe de Valérie Masson
à Saclay, c'est ce qu'on fait. On est toujours des isotopistes, hein. Donc dans les anneaux d'arbres, en fait, donc il y a de l'hydrogène, l'oxygène, la cellulose. Hein. Eh bien, on peut regarder, par exemple, et il y a du carbone aussi. Eh bien, on regarde, si on regarde, donc on retombe sur cette relation entre la teneur isotopique et dans ce cas-là le déficit hydrique. Hein. Donc on utilise, en fait, ce qu'on analyse là, dans ce cas-là, c'est la teneur en oxygène 18 de la cellulose, soit la teneur en carbone 13, soit la teneur en oxygène 18 de la cellulose. Et dans ce cas-là, ça montre vraiment une relation. Hein, c'est-à-dire que la teneur isotopique est un outil très intéressant dans le cas des anneaux d'arbres. Hein, bon, ça, je passerai sur tous les phénomènes isotopiques qui sont assez compliqués, qui sont plus difficiles à modéliser que par exemple dans l'atmosphère, parce que ça ajoute aux phénomènes physiques dans l'atmosphère, qui sont des phénomènes de fractionnement physique, dans toute la partie vivante, il y a des processus biologiques qui sont en fait plus difficiles à appréhender, mais les résultats sont quand même assez clairs, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre teneur isotopique et climat, par exemple entre le stress hydrique et les teneurs en carbone 13, et également entre l'oxygène 18 et la température. Et puis, donc ça permet par exemple de reconstituer les températures d'été. Là, c'est ce qui a été fait, dans notre laboratoire. Et en fait, c'est sur la période actuelle, ça a été fait. Par exemple ici, nous avons étudié, enfin je veux dire c'est mes collègues de Saclay qui ont étudié, en fait dans ces cas-là ce sont des arbres de la forêt de Rennes. En fait il y a combinaison d'arbres de la forêt de Rennes et de poutres de l'écomusée de la Matinée, je crois, à côté de Rennes. Hein. Donc je suis breton, donc en fait on a mélangé, on a fait l'analyse isotopique et ça permet de reconstituer les températures d'été. Ouf, c'est pas bien. Donc en fait, ça permet aussi de reconstituer des crues ici. Alors là, donc on peut les reconstituer ici. D'abord, comme je l'ai dit, il y a un lien à la fois avec la température et aussi avec les précipitations. On peut très bien repérer les périodes de sécheresse. Là, c'est autre chose. Donc d'abord, les crues, on les regarde pour vous montrer. Là, je passe à un autre indice. Hein. Donc ce sont effectivement les lacs. Hein. Il y a des séries laminées et ces séries laminées, effectivement, ici, donc leur épaisseur permet de reconstituer les crues également. Donc en fait, aussi à partir des anneaux d'arbres, sur cette même période, on peut reconstituer des périodes de sécheresse et des périodes à partir des isotopes des anneaux d'arbres et des périodes en particulier les périodes de sécheresse sont très marquées. Et ça c'est intéressant parce que finalement on a peu d'indices des périodes de sécheresse. Donc c'est intéressant également par exemple, il y a beaucoup de travaux, je ne vous ai pas tout montré, mais par exemple aux États-Unis on montre, un des résultats que je ne montre pas mais que je peux vous citer ici, c'est par exemple les Américains sont effectivement aussi très intéressés par la reconstruction des grandes sécheresses parce que disons que le Dust Bowl il y a 40 ans qui a eu beaucoup dans l'ouest de l'Amérique, il y a eu beaucoup d'effets sur l'agriculture néfastes. Eh bien, quand on regarde des séries de précipitations ou de sécheresses au cours du dernier millénaire, eh bien, on voit que ces sécheresses ont été loin d'être quelque chose d'un caractère unique dans le passé. Donc, ce rythme des sécheresses sur le continent, finalement, c'est aussi important d'être capable de reconstituer les précipitations que de reconstituer les températures uniquement. Les deux sont importants. Donc là, on change de milieu, comme vous le voyez, et on passe au milieu marin. Et donc là, disons, tous ces coraux que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est simplement la façon d'aller les chercher, c'est intéressant. Généralement, l'intérêt des coraux par rapport à moi qui suis plus dans les régions polaires, c'est que c'est dans les mers chaudes, comme vous savez. Donc voilà un massif corallien. Et derrière, après, en fait, là aussi dans les coraux, il y a des bandes annuelles. Hein, c'est un peu ça que je vous montre ici. Voilà, par exemple, on voit très très bien des bandes annuelles. On les voit visuellement d'abord, hein, ça c'est très clair. Et ensuite, on les voit, par exemple, dans leur composition isotopique. On a différentes façons, enfin, disons, les spécialistes des coraux, là aussi, c'est fait aussi dans notre laboratoire, mais il y a différentes façons de reconstituer à partir d'un corail la température à laquelle il s'est formé. En fait, il y a la teneur isotopique, toujours elle,
hein, parce que bien, la température, c'est le même principe que pour, disons, les coquilles de foraminifères, par exemple. Et bien là, si vous prenez l'oxygène 18 des carbonates du corail, hein, qui est un organisme vivant, et bien sa teneur en oxygène 18, en isotope, dépend de celle de l'océan, mais également de la température, hein, de l'océan. Donc c'est un peu compliqué, c'est le même problème. Ensuite, par exemple, les éléments traces, hein, par exemple ici, bon, on regarde ici, je crois, le strontium, calcium, hein, donc les éléments traces sont liés aussi à la température. Et puis donc on voit ces cycles saisonniers ici de température, donc ça qu'on peut effectivement comparer aux températures modernes. Et puis, eh bien, ça montre aussi qu'avec ici, par exemple, avec un El Niño, un effet très très important sur le changement de température ici, hein, directement, l'oxygène, c'est très très marqué ici. D'accord. On voit en fait que ce phénomène de El Niño, ça c'est quelque chose, on peut aussi aller vers des coraux fossiles, hein. Par exemple, ça c'est pas, je crois que c'est il y a 6000 ans dans ce cas-là, hein. Donc on voit aussi des variations saisonnières, il y a 5000 ans d'ailleurs, hein. Enfin pas présent, je ne regardais pas. Donc là on voit aussi des variations de l'oxygène 18 qui nous permettent de remonter aux variations de température, mais il y a il n'y a pas de El Niño très marqué comme ici. Hein, donc tout ça, ça montre que ça nous permet de reconstituer, hein, c'est une des façons idéales pour reconstituer les fluctuations de température de l'océan. Hein, vous voyez ici les bandes annuelles par exemple, ici, donc on compte les années, hein, vraiment. Hein, et puis on peut reconstituer, eh bien, par exemple, donc là c'est autour des Galapagos, on peut reconstituer les années chaudes. Et donc je pense que un des phénomènes, ça sont essentiellement dans ce cas-là dans le Pacifique, eh bien un des phénomènes c'est le El Niño qui est marqué, donc, dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire que des périodes dans le passé, eh bien, disons certaines années, il y a une partie enfin, en gros, disons, il faut reprendre, je crois que c'est raconté après, mais c'est pas très grave. Ouais, enfin, on va revenir. Donc, le El Niño, je ne sais pas si mes collègues vont en parler, c'est le fait que, donc, disons, chaque année, il y a un endroit du Pacifique qui est très très chaud. Généralement, c'est à l'ouest du Pacifique, et puis certaines années, ces régions chaudes du Pacifique se déplacent, hein, et donc il y a plutôt le Pacifique Est qui est beaucoup plus chaud que d'habitude, de 3 à 4 degrés, et ça change complètement les zones de précipitation, ça a une influence énorme sur les zones de précipitation. Par exemple en Indonésie, donc on établit un lien très fort entre une année El Niño et les grandes sécheresses ou les grandes inondations, par exemple en Indonésie, ou bien les inondations jusqu'en Floride, jusqu'en Amérique du Sud. Donc ce phénomène a une très très grande influence sur le climat, disons, de toute la ceinture tropicale en fait, hein, équatoriale, et on en parle beaucoup, hein, même si nous, ça nous touche moins, disons, au niveau de l'Europe de l'Ouest, et on comprend bien que c'est important non seulement là aussi, hein, c'est ça l'idée de reconstituer, je vous ai parlé de reconstituer les températures, de reconstituer les précipitations, mais on comprend bien aussi que c'est important de reconstituer le rythme des El Niño. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait ou non des El Niño aussi fréquents qu'actuellement? Est-ce que la fréquence des El Niño, est-ce que le réchauffement climatique s'accompagne d'un changement de rythme des El Niño? C'est une des grandes questions qui nous est posée, et je dirais à laquelle on n'a pas de réponse, parce qu'effectivement, notre difficulté, c'est de reconstituer, d'arriver à avoir des indices, suffisamment d'indices pour finalement décrypter le rythme de ces El Niño dans le passé. Et donc ça, les coraux sont vraiment un des outils sont privilégiés pour ce rythme des Niño, on comprend bien. Maintenant, là, je reviens à quelque chose qui est plus proche de nous. Hein, donc ça, c'est... donc l'intérêt ici, c'est de voir les glaciers. Hein. Chacun sait, donc voilà, différentes périodes, hein, 1864, 1896, 1995, le glacier d'Argentière, et puis ce recul, hein, donc il n'est plus absolument là. C'est pas le seul. Donc là, vous voyez ce recul du glacier, donc 20 mètres d'eau, en fait, il a reculé de 60% en volume. Hein. Donc c'est très très marqué pour le glacier d'Argentière. Qu'est-ce que ça nous dit pour le climat? Effectivement, on ne peut pas passer directement de la vie disons de la surface d'un glacier aux paramètres climatiques, ou enfin bon, c'est pas direct, hein, parce qu'on comprend bien là aussi, c'est un peu comme la vie d'un arbre, bien la vie d'un glacier alpin ou d'un glacier dépend à la fois de la température et des précipitations. Hein, ça c'est très simple. Hein.
Donc ça dépend aussi de la dynamique interne du glacier. Donc sa surface est assez difficile à utiliser directement comme paramètre climatique. Par contre, ça c'est très important, il y a des études récentes, par exemple de Christian Vincent, Patrick Vagnon, au laboratoire de glaciologie de Grenoble, qui montrent très clairement, non pas si on regarde la surface d'un glacier, qui est relativement facile à suivre par ces photos, mais son volume, hein, son bilan de masse, hein, la façon dont il augmente ou il diminue en volume, eh bien, cette fois, on a une relation très nette entre les deux facteurs très importants sont les températures, les précipitations l'hiver, ça c'est le bon sens, et puis les températures d'été. Hein, en gros, on établit un lien très très clair entre le bilan de masse, hein, lorsqu'on sait l'établir, le bilan de masse d'un glacier et les températures d'été. Mais ça semble le bon sens, mais c'est tout à fait établi que ce sont les deux paramètres importants, sur les précipitations d'hiver et les températures d'été. Et c'est clair que si on a un réchauffement des températures d'été, eh bien, les glaciers souffrent. Et c'est un des problèmes pour le futur. Ça, c'est un peu plus une synthèse, parce que c'est un des points qui est beaucoup discuté. Donc des glaciers à l'échelle mondiale, enfin mondiale, tout c'est un bilan des bilans des glaciers, donc c'est suivi des glaciers, bon ça dépend, il y en a qui remontent, comme vous voyez là, jusqu'au 16e, donc par exemple en Suisse, les autres c'est plutôt 200-300 ans. Vous voyez cette décroissance générale enfin dans ces cas-là, je crois que c'est la superficie, eh bien ça décroît en général à peu près pour tous les glaciers, sauf pour certains en Nouvelle-Zélande par exemple, qui sont de nouveau mis à croître, et en Norvège, je crois qu'il y en a aussi en Norvège, hein, ici. Ou ici, et en fait on explique assez bien cette croissance des glaciers par l'augmentation des précipitations dans ces régions sur les périodes qui sont concernées. Donc quand on dit que les glaciers en général décroissent, c'est oui, hein, c'est 90% je crois des glaciers de la planète qui décroissent, et il y a de bonnes raisons de penser donc que c'est un indice du changement climatique, en particulier de l'augmentation des températures d'été, et puis aussi évidemment la saison d'enneigement compte. Ça c'est un point très important, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les glaciers. On peut quand même obtenir de l'information des glaciers, même si ce n'est pas directement la température ou les précipitations, si c'est un mélange un peu compliqué des deux et de la vie interne du glacier. Donc maintenant, on a finalement on a tous ces indices, ces archives historiques, coraux, hein, tous ceux que je vous ai cités, je ne les répéterai pas. Et finalement, ce qui va nous intéresser, est-ce qu'on est capable finalement de regarder la variabilité du climat à l'échelle du dernier millénaire. Donc il y a effectivement disons une fois qu'on a un ensemble de séries climatiques, il faut effectivement faire une analyse de toutes ces séries qui ont chacune leurs défauts, leurs limites, leurs incertitudes, et puis essayer de les combiner, et puis aussi leur représentativité géographique. On comprend bien qu'une série donnée ne peut être représentative d'une grande région, mais peut aussi avoir un caractère très local. Et c'est donc ce que, dans ce cas-là, Mike Mann et puis ses collègues, s'est attaché à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut obtenir une idée de la variation moyenne de la température au cours du dernier millénaire? C'est la question qu'on s'est posée ensemble au début. La réponse est oui. Donc c'est une courbe qui est beaucoup discutée. Hein. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est donc cette courbe proposée par Mike Mann, cette reconstruction du climat du dernier millénaire, ici avec les données du dernier siècle. Et ici, quand même, pas mal d'incertitudes. Hein. Donc en fait, c'est une évaluation, elle montre deux choses. Hein. D'abord, c'est pas, il faut bien voir il y a plus de points dans l'hémisphère nord, je ne vais pas montrer les séries qu'il utilise, mais relativement peu de séries dans l'hémisphère sud. Et puis, dans ces cas-là, c'est la température d'été, parce qu'il y a finalement plus d'indices de température d'été. Hein, je vous l'ai déjà dit, que de température de moyenne annuelle. Mais enfin, voilà, les températures, eh bien, sont plus importantes. Voilà, on montre ici, ça met bien en valeur, j'y reviendrai dans les conclusions du IPCC, ça met bien en valeur le réchauffement du dernier siècle, voilà, l'année 98, mais ça met aussi en valeur que nous, paléoclimatologues, avons encore beaucoup de travail à faire sur ce dernier millénaire, puisque ça donne un peu une idée de l'incertitude qui va croissante à mesure que l'on remonte dans le temps. Et une autre façon de vous montrer, d'avoir une idée de cette incertitude, c'est de vous montrer effectivement que Mike Mann n'est pas le seul à s'être
amusé à, disons, à s'être, pas amusé, parce que c'est un travail quand même extrêmement important et qui vraiment est au cœur de, par exemple, de la détection du changement climatique. Eh bien, tout ça, là, c'est simplement, on garde ici la courbe à peu près de Mike-Mann des incertitudes, mais on voit bien que dans ce champ d'incertitude, eh bien, la façon dont on reconstruit, hein, donc il y a toute une série de scientifiques qui sont intéressés à ça. Donc la façon dont on reconstruit, dont on utilise les différents indices, dont on les pondère, dont on, en fait, on y attache les incertitudes ou non, eh bien, fait beaucoup varier la reconstruction des données millénaires. Et tout ça pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Un autre point qui est intéressant, c'est que effectivement, on a beaucoup tendance, nous, Europe de l'Ouest, à privilégier, quand on parle du dernier millénaire, des périodes comme le petit âge glaciaire, donc plus froid, ou des périodes comme l'intervalle médiéval chaud. Hein, il y a à peu près 1000 ans, enfin 700-800 ans. Quand vous regardez cette courbe, on voit qu'à l'échelle par contre même de l'hémisphère nord, eh bien, les différences de température qui sont attachées, hein, on voit effectivement des périodes plus froides ici, mais c'est que de quelques dixièmes de degrés. Hein, s'il est vrai que à l'échelle de, disons à l'échelle locale, à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, de la France, eh bien, le petit âge glaciaire, on pense que on a beaucoup d'indices qui nous font dire que les températures étaient de 1 à 2 degrés plus froides, voire plus en Europe du Nord. Hein, et bien, à l'échelle de l'ensemble de l'hémisphère nord, eh bien, c'est beaucoup moins visible. En fait, c'est moins visible parce qu'il y a toujours une période de chaud et puis toujours une période de froid, mais elle se déplace dans le temps. C'est jamais la même période exactement, si bien que quand vous faites en fait la moyenne, hein, eh bien ça disparaît un petit peu. Je vous ai parlé de El Niño, donc c'est une oscillation, hein, dans le Pacifique qui a une importance énorme sur ce qui se passe effectivement dans toute la ceinture tropicale équatoriale. Dans nos régions, en fait, il y a aussi des oscillations, hein, ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui fait que, eh bien, en fait, on la caractérise par la différence de pression entre l'Islande et les Açores, hein, ou bien en fait, généralement, où on prend un point au Portugal, et on reconstruit ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, hein, qui est la différence de pression, qui en fait marque effectivement des différences climatiques et quand même très liées aux différences climatiques que l'on voit chez nous. Par exemple, les périodes de fortes précipitations en Europe de l'Ouest ou au contraire plus de sécheresse dans le pourtour méditerranéen. On voit bien que, hein, par exemple dans ce cas-là, eh bien, quand le NAO est plus, donc les précipitations s'en vont plus vers le nord et ne vont pas toucher la Méditerranée. Donc, pour nous, l'indice nord-atlantique est très important. Donc là aussi, on peut en regarder la valeur à partir des données de pression, mais on ne remonte qu'à quelques siècles. Et on a aussi des possibilités de remonter plus loin dans cet indice. Par exemple, bien, il y a notre collègue Pascal You c'est pas cette courbe-là, mais ils ont été piochés dans les données françaises, et on peut remonter à des données de pression sur 300 ans en France, et donc à travers ça et d'autres indices obtenir une vision de l'oscillation nord-atlantique au cours de cette période. Hein, mais là, ce sont en fait des indices basés aussi sur ce qu'on voit dans les glaces polaires, hein, ou dans d'autres sédiments ou dans d'autres enregistrements qui nous permettent de reconstituer les variabilités de cet indice qui est important chez nous. Donc là, je ne me répéterai pas, hein, je me suis étendu sur ce problème de reconstitution de El Niño. Hein, ça, c'est la période en fait historique, là on le voit très très bien, avec des El Niño marqués. Donc ici, on a l'impression qu'effectivement il y a l'intensité est plus forte au cours des 40-50 dernières années, mais nous restons très prudents là-dessus parce que la séquence d'El Niño n'est pas très longue pour dire si c'est un lien, d'abord s'il y a vraiment un changement du rythme de El Niño, c'est pas encore complètement montré, et puis en tout cas s'il y a un lien entre cet éventuel changement et le changement climatique, que le réchauffement, ça c'est encore loin d'être montré également. Maintenant, tout aussi important, donc je pense que vous aurez compris aussi à travers la courbe, finalement, on reconstruit à l'échelle, donc on a pas mal de méthodes pour reconstruire le climat des données millénaires, aucune n'est parfaite, ça c'est clair. Beaucoup d'incertitudes, hein, parce que l'important c'est qu'on essaye de regarder, dans ce cas-là on regarde des différences de température qui sont en fait faibles,
Mais on a quand même ces méthodes, on a quand même, disons, une idée de la variation du climat du dernier millénaire. Je vous ai montré pour l'hémisphère nord, là, il y a même des courbes plus récentes sur 2 millénaires. Mais tout aussi important que ces variations climatiques, hein, donc, sont en fait, sont en fait ce qu'on appelle les forçages climatiques, et ça c'est aussi intéressant parce que, effectivement, c'est aussi pour montrer qu'au cours du dernier millénaire, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, en particulier, là j'y reviendrai, donc l'effet de l'homme, l'action de l'homme sur l'atmosphère, sur la composition de l'atmosphère, nous y reviendrons, mais ça, augmentation de 30% pour le gaz carbonique, facteur 2 pour le méthane, et puis le protoxyde d'azote, une augmentation de 15%. Hein, je pense que je remonterai cette courbe la prochaine fois et les commentaires sur l'effet de serre, hein, mais vous voyez bien que c'est les actions de l'homme. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on remet ces variations de la composition de l'atmosphère, qui vont avoir un effet climatique, eh bien, quand on les remet dans le contexte des 400 000 dernières années que je vous ai montré l'autre fois, on voit bien par exemple que jamais, au cours des 400 000 dernières années, les teneurs en gaz carbonique n'ont excédé pratiquement 300 parties par million. On est nettement sorti de la courbe. Vous voyez bien pour le méthane aussi, la courbe verte, on est effectivement complètement sorti de l'épure. Et pour l'oxyde d'azote également, c'est un peu moins net. Mais enfin, vous voyez bien, je veux dire, l'homme a modifié la composition de l'atmosphère de façon drastique au cours des 200 dernières années. Mais ça, je dirais, j'y reviendrai. Maintenant, il y a d'autres causes de changement climatique. Hein, par exemple, on peut effectivement aussi faire des cartes en parent, hein, finalement du climat, au moins ici à partir d'indices, hein, comme je vous ai parlé, là aussi c'est un travail de McMahon, et on reconstruit très bien en fait cet été 1816, qui est l'été dit, c'est en fait l'année 1816 dont on dit que c'est une année sans été, et tout ça parce qu'il y a eu en fait l'explosion du Tambora, une très grosse explosion volcanique, et qui montre bien en fait que, il y a des effets très nets sur le climat. La relation entre volcan et climat est très nette, on l'a encore vu sur le Pinatubo. On peut aussi voir les années les plus chaudes en Europe, par exemple au 19e, les années les plus froides. Hein, donc là, je ne vais pas trop m'étendre, mais en tout cas, le graphe précédent montre l'importance du volcanisme sur le climat. Et donc l'indice, voilà, par exemple ici, vous voyez bien l'indice, les indices en bas sont les indices de volcanisme, hein, et on voit bien, par exemple, je crois que c'est le Tambora en Indonésie, a eu un effet climatique important. Hein, on a vu aussi dans le Pinatubo, il y a une douzaine d'années maintenant, bien que ça a un effet important sur 1 ou 2 ans, et après, disons, le climat se rétablit. Hein, mais donc on voit bien l'intérêt, on voit bien l'intérêt à avoir finalement une histoire du volcanisme dans le passé, et là, je vous l'avais déjà mentionné, la façon dont on fait ça, c'est grâce aux glaces polaires. Hein, donc les glaces polaires sont importantes, que je vous l'ai déjà dit aussi, je pense, sur le graphe précédent, c'est aussi obtenu à partir ces courbes que je vous ai montrées sont obtenues à partir des petites bulles d'air contenues dans les glaces polaires, et en fait les glaces polaires sont effectivement les indices. Je crois que leur principal intérêt quand on regarde le dernier millénaire, c'est pas tellement de reconstituer les températures, hein, parce que les effets sont relativement faibles. Je vais vous montrer un exemple sur la température de l'océan qui était intéressant, mais c'est en fait que ce sont les glaces polaires qui nous permettent de reconstituer l'ensemble des forçages climatiques au cours du dernier millénaire. Donc je vous ai cité l'effet de serre, on a l'effet de serre sur 1000 ans, on a aussi le volcanisme largement grâce aux glaces polaires, et on a aussi des indices de l'activité solaire, hein, parce qu'en fait l'activité du soleil donc a effectivement varié, hein, très peu par rapport au changement des gaz à effet de serre. Là aussi j'y reviendrai, mais il est important de connaître cette activité solaire qui était par exemple, excusez-moi, là donc ça on est au XVIIe, XVIIIe siècle ici, ça doit être la période actuelle, 1800, 1700, donc on voit là une activité solaire plus faible en fait pendant le petit âge glaciaire, et effectivement une des causes possibles du petit âge glaciaire, hein, et puis une activité solaire plus forte dans les périodes précédentes, et bien une des causes possibles du petit âge glaciaire, c'est effectivement toute cette période,
eh bien, c'est effectivement, ça c'est le dernier millénaire en fait, hein, je t'entends à chaque fois, excusez-moi. C'est effectivement la diminution de l'activité solaire, on en avait parlé la dernière fois. Par contre, le cycle de 11 ans que l'on voit actuellement, je ne vous montre pas là, mais j'en reparlerai, eh bien, lui a beaucoup moins d'effets parce que ce sont des effets relativement faibles. Mais là aussi, je redis l'importance des glaces polaires parce que finalement, la façon dont on remonte à l'activité solaire sur les derniers milliers d'années, eh bien, c'est à travers la mesure, par exemple, des isotopes, non, cette fois du beryllium. En fait, disons que le rayonnement, il y a une interaction du rayonnement avec les hautes couches de l'atmosphère qui forment des isotopes, par exemple pour le beryllium, hein, ou qui forment aussi le carbone 14. Et bien à travers ces variations de carbone 14, mais surtout de beryllium dans les glaces que l'on retrouve, et bien c'est un des moyens de reconstituer l'activité solaire dans le passé, de nouveau à partir des glaces polaires. Donc, oui, je vais le faire directement. Maintenant, je vais passer, je pense je ne vais pas être trop long, je vais essayer de terminer rapidement, je vais passer à la France, parce que revenir à la France, donc là je remonte dans le temps, maintenant, je vous ai parlé des approches plutôt indirectes de reconstituer les climats du dernier millénaire. Maintenant, évidemment, si on regarde la période la plus récente, disons depuis le milieu du 19e siècle, eh bien, ou ici depuis le début du 20e, eh bien dans ces cas-là, effectivement, on a moins de raisons de se tourner vers des indices, vers des reconstructions indirectes du climat, puisqu'a priori, se sont mis en place des réseaux météorologiques dont effectivement l'objectif premier est de nous décrire le climat, hein, les précipitations, les températures. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la France, donc nos collègues de Météo France, c'est un travail de Météo France. Pour vous montrer quoi? C'est que même si on a ces courbes de température, eh bien il faut... attendez, oui, c'est très très difficile. Au début en particulier, les courbes de température, disons, il n'y a pas d'homogénéité dans les séries, hein, parce qu'un des problèmes, c'est qu'il y a très très peu de stations qui n'ont pas bougé de place, par exemple, au cours du dernier siècle. Et il faut tenir compte de ces... Par exemple, simplement, ça peut bouger d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres, simplement parce qu'il y a eu de l'urbanisation. Et il faut tenir compte de ces phénomènes pour effectivement avoir des séries qu'on appelle homogénéisées. C'est l'effort qui a été fait. Donc il y a des techniques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais je dirais que les données brutes, là aussi, même si elles sont celles d'un thermomètre et des précipitations, il y a aussi des effets dont il faut tenir compte, des corrections, hein, qui ont été faites ici dans le cas, par exemple ici pour Toulouse. Hein. Donc ces deux températures, voilà. Et à partir de ça, donc on peut avoir... là c'est quand même assez intéressant, c'est la température, donc le réchauffement en France au cours du XXe siècle. Hein. Ça couvre exactement le XXe siècle. D'abord, vous voyez il y a eu toute une série de stations de fait. Vous voyez qu'il y a eu un réchauffement relativement marqué, puisqu'en moyenne sur la France, c'est de 1 degré, hein, à peu près. Avec un réchauffement beaucoup plus marqué dans le sud-ouest, avec des zones qui vont au-dessus de 1 degré, et relativement moins marqué ici, plus dans le nord-est, 1,5 degré. De façon intéressante, les tendances, eh bien, il y a une différence de tendance sur les températures maximales et les températures minimales. Ça vous donne, en fait, on voit bien que les températures maximales, c'est plutôt la moitié ouest. Non, ça, température minimale, c'est plutôt la moitié ouest qui s'est plus réchauffée. Les températures minimales, qui sont les températures de nuit. Et puis, vous voyez, ici, les températures maximales, c'est un peu différent. Encore des endroits, même ils ne sont pas réchauffés, mais les températures minimales. Donc, en fait, c'est assez hétérogène. Et en général, il y a une diminution de la durée, de l'amplitude de température qu'on observe d'ailleurs aussi à l'échelle globale. Donc, je passe maintenant à l'échelle globale. Et là, à l'échelle globale, eh bien, ça sont les températures mesurées sur l'ensemble des stations.
Donc avec ce réchauffement au cours du XXe siècle à peu près de un peu plus d'1,5 degré. Donc en France, c'est plus que l'échelle globale, et c'est en général vrai sur les continents, c'est-à-dire que les réchauffements sont moindres sur l'océan que sur les continents. Avec cette année 98 qui est la plus chaude, en fait ici, ça comme c'était un rapport de 2000, en fait depuis, il faut bien voir, donc on voit bien ce réchauffement en 2 étapes, en fait, au début du XXe siècle. Dans la première moitié, un plateau, même un léger refroidissement dans les années 50 et 60, et puis là, ce réchauffement très marqué de la deuxième partie du XXe siècle. En fait, avec l'année plus chaude, avec l'année la plus chaude qui reste toujours l'année 98, et puis en fait, les 2 années suivantes sont, comme vous le savez, 2002 et 2003. Donc je n'ai pas reporté ici que j'aurais pu faire, mais voilà. Donc ça c'est comme ça date de 2001 effectivement. Mais il faut bien voir qu'on parle de réchauffement climatique. Par exemple 2003 c'est 0,45 par rapport à cette courbe ici. Et je crois que 2003 c'est par là. 2003 c'est 0,45 troisième et 2003 qui est là. Donc je veux dire on assiste. Si vous cherchez les 10 années les plus chaudes, vous les trouvez depuis 15 ans. Et en fait, si on regarde la dernière décennie du XXe siècle, eh bien, par rapport à la courbe de Mikeman, c'est probablement la plus chaude du dernier millénaire. Bon, en fait, ce réchauffement a affecté un peu de façon... bon, on le voit bien à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, même s'il y a des différences, même s'il y a des courbes différentes, c'est quelque chose qui est très très bien établi. Donc ça illustre simplement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est vrai que le réchauffement est quasiment global si on prend l'ensemble du siècle, hein, donc sauf en quelques points de l'Atlantique Nord, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a quelques points qui se refroidissent, c'est vrai, hein, mais ce qui compte c'est la moyenne annuelle. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même cette période entre 46 et 75, l'hémisphère nord, c'est quand même relativement, enfin il y a eu un refroidissement marqué enfin pas très marqué en fait, mais un refroidissement de 0,2-0,4 degrés sur une large partie de l'hémisphère nord, et ça c'est vrai. C'est des points qu'on a expliqués. Et par contre, ce réchauffement sur la dernière partie est quasi global, sauf aussi dans quelques points de l'hémisphère sud. Donc quand on vous dit qu'il y a des points qui ne se réchauffent pas, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est la courbe globale que je vous ai montrée après, bien sûr, dans tout le raisonnement qu'on essaye d'avoir. Je terminerai ici par, donc effectivement, température, précipitation. Il y a un point qui est important aussi dans les reconstructions, ça on en parle aussi, donc là je vous montre l'exemple de la France de nouveau, hein, c'est également Christine Rofton de la Météo France qui a publié ça récemment. Ça c'est un débat qu'on a beaucoup, donc c'est sur en gros les tempêtes en France. Vous voyez, en fait il y a 2 classifications, en fait ça couvre les 30 dernières années. Sur le nombre de tempêtes elles-mêmes, il n'y a pas d'augmentation très nette. Hein. Si on se limite aux fortes tempêtes, effectivement, on voit... là, il y en a eu dans cette période 90, ça a été plus marqué, là, on voit celle-là. Mais on reste encore prudent sur l'augmentation du nombre de tempêtes. Et vous comprenez bien en voyant cette courbe pourquoi les météorologistes sont prudents. On est aussi prudent sur le nombre des tempêtes dans le futur, ça je vous le dirai la prochaine fois. Hein, mais tout ça pour dire que notre prudence quand même repose sur des données précises. Et si on se place, donc moi j'ai participé au rapport du GIEC, si on se place à l'échelle globale, c'est un peu pareil. En fait, il y a un des problèmes des grandes tempêtes et des tempêtes, enfin des tempêtes en général, c'est que les chroniques en sont relativement courtes. Il n'y a pas d'endroit où il y a des chroniques réelles de plus d'une cinquantaine d'années. Il y a des observations avant, mais c'est extrêmement dur d'établir une chronique des tempêtes et disons de porter un jugement sur l'augmentation de leur intensité ou de leur fréquence. Donc c'est pas si simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est prudent. Je crois que j'arrête là d'ailleurs. Et puis donc je pense ça c'est un peu, ça vous donne je pense une idée du climat du dernier millénaire. J'ai essayé surtout de parler de méthode, de la façon dont nous opérons. Voilà. Et donc si vous avez des questions.